Bonjour, bonjour à vous tous, ceux qui sont présents à la maison de méditation et ceux qui m'écoutent maintenant en direct. Est-ce que c'est bon? Donc je voulais continuer à vous parler de comment rester serein, vous donner envie de lire mon dernier livre et de vous montrer comment c'est possible d'être serein aujourd'hui, où à mon avis, nous en avons plus que besoin. Et je voulais commencer très simplement par raconter une anecdote que j'ai souvent racontée, mais qui me semble important. En bas de chez moi, il y avait un endroit où les jeunes pouvaient faire du skate, du roller et plein de choses. Et ils faisaient des figures absolument incroyables. Et j'étais très impressionné, Souvent, je m'arrêtais, je les regardais, c'était juste dingue. Il y avait un parapet très haut, ils sautaient. Mais la mairie a considéré qu'ils pouvaient se faire mal. Et la mairie a mis des plots pour empêcher qu'ils puissent continuer. Et j'ai l'impression que des fois, on a l'impression que la sérénité, c'est ça. Il y aurait des plots partout. Et il ne se passerait rien. Et en fait, ça, c'est très tétanisant. Et ce que je crois, c'est que dans la vie, il y a toujours de la boue, des difficultés, des cailloux. Et comment on entre en rapport à ça, c'est ça, la vie. Que la sérénité, c'est pas, comme on a tendance à le croire, qui du coup nous entrave et nous dit mais on n'arrivera jamais. Le fait d'être entièrement à l'abri de tout, mais être serein, c'est ne pas se décourager, aller de l'avant, ne pas se laisser prendre par la peur. La peur, quand ça devient trop intense, ça nous fait perdre nos moyens, ça ne nous rend pas intelligents. Et être serein, c'est de ne pas se laisser faire par la peur. Et c'est des choses qui ont beaucoup de sens et qui sont très importantes aujourd'hui. Et donc, là, la sérénité, c'est parfois poignant et c'est parfois jubilatoire. C'est parfois exaltant, mais ça n'est pas un état de stabilité confortable. Et c'est très important de se libérer de ce fantasme qui nous entrave et nous fait perdre confiance. Et donc, il y a deux mouvements fondamentaux de la sérénité. Il y a d'une part faire la paix avec l'aventure de la vie, accepter que les jeunes ne sont pas sereins parce qu'ils vont rester toute la journée enfermés dans leur chambre à regarder la télévision ou faire des jeux vidéo, mais ils sont sereins parce qu'ils partent à l'aventure, ils peuvent se dépasser, ou alors ils sont fidèles à ce qui leur importe, et ils ne baissent pas les bras. Et donc, on fait la paix, la sérénité, c'est on ne baisse pas les bras devant la confusion, mais on lui fait face pour la transformer. Et deuxièmement, on trouve de la ressource, de l'allant, du courage, de l'espoir, de l'ingéniosité, de la confiance. Tout ça participe de la sérénité. On sent qu'on a la confiance, de l'allant. Et c'est ça, comment rester serein quand tout s'effondre. Vous voyez, c'est un peu paradoxal. Pour ceux qui ont suivi tous les précédents épisodes, vous êtes maintenant familiers, mais pour ceux qui m'écoutent pour la première fois, ce qui est un peu surprenant, c'est qu'on a l'impression qu'être serein, ce serait être indemne, ne rien sentir. Et en réalité, être serein, c'est pas du tout ça. Et le leurre, au fond, il y a un leurre que j'essaie d'expliquer de semaine en semaine. Ce leurre, c'est l'idée du paradis. C'est l'idée qu'on serait libre de tout ego. C'est une sorte de... Personne ne sera jamais libre de tout ego. Personne n'arrivera jamais au paradis. Le nirvana, ça n'existe pas. Je suis désolé de vous désillusionner, mais tant qu'on croit qu'il
il y a un paradis quelque part. Tant qu'on croit ça, on n'arrive pas à habiter le présent, à faire face aux difficultés, à s'engager dans la vie. Donc c'est très important de laisser tomber cette fiction qui est très culpabilisante et comprendre que la sagesse et la sérénité, ça implique d'avancer, d'être en marche. Et pour comprendre que la sérénité, c'est être en marche, à être en mouvement, questionner, j'ai pensé que ça serait vraiment intéressant de prendre la question à partir de Socrate. Parce que Socrate incarne pour l'Occident la figure de la sagesse, et Socrate est sage, parce que vous vous en souvenez sans doute tous, une des rares choses que tout le monde un peu connaisse de Socrate, c'est qu'il l'expliquait très bien, à la fin de sa vie, je sais que je ne sais rien. Donc il n'était pas du tout en train de dire « Ouh là là, regardez-moi les gars, je suis au paradis, je n'ai plus d'ego, je suis toujours serein ». Il explique au contraire qu'il ne sait pas, et il était tout le temps aussi passionné par le savoir, puisque ne sachant pas, il n'avait qu'une envie, c'est de savoir, et jusqu'à ses derniers instants, il n'arrête pas de poser des questions et de parler avec ses étudiants dans une sorte de... dans ce qui me semble être la vraie sérénité. Mais j'ai pensé, avant de vous parler plus avant de Socrate, de vous faire entendre un entretien que peut-être certains d'entre vous connaissent parce qu'il est assez diffusé, un entretien de l'écrivain Marguerite Duras avec Michel Drucker en 1985. En 1985, la question de Michel Drucker, c'est qu'est-ce que sera, comment on vivra en l'an 2000, qui en 1985 semble très lointain. Et je vous laisse écouter ce que dit Marguerite Duras, que je trouve très profondément éclairant. Il n'y aura plus que ça. La demande sera telle qu'il n'y aura plus que des réponses. Tous les textes seront des réponses, en somme. Je crois que l'homme sera littéralement noyé dans l'information. Dans une information constante sur son corps, sur son devenir corporel, sur sa santé, sur sa vie familiale, sur son salaire, sur son loisir. C'est pas loin du cauchemar. Il n'y aura plus personne pour lire. Ils verront de la télévision. On a des postes partout. Dans la cuisine, dans les water closets, dans le bureau, dans les rues. Et où sera-t-on? Tandis qu'on regarde la télévision, où est-on? On n'est pas seul. On ne voyagera plus, ça ne sera plus la peine de voyager. Quand on peut faire le tour du monde en 8 jours ou 15 jours, pourquoi le faire? Dans le voyage, il y a le temps du voyage. C'est pas voir vite, c'est voir et vivre en même temps. Vivre du voyage, ça ne sera plus possible. Tout sera bouché. Tout sera investi. Il restera la mer quand même, les océans. Et puis la lecture. Les gens vont redécouvrir ça. Un homme un jour lira. Et puis tout recommencera. Tout en repassera par la gratuité. C'est-à-dire que les réponses à ce moment-là, elles seront moins écoutées. Ça commencera comme ça, par une indiscipline, un risque pris par l'homme envers lui-même. Un jour, il sera seul de nouveau, avec son malheur,
et son bonheur, mais qui lui viendront de lui-même. Peut-être que ceux qui se tireront de ce pas seront les héros de l'avenir. C'est très possible. Espérons qu'il y en aura encore. Je me souviens avoir lu dans le livre d'un auteur allemand de l'entre-deux-guerres. Je me souviens du titre, Le Dernier Civil, de Ernst Gläser. Ça, j'avais lu ça. Que lorsque la liberté aurait déserté le monde, il resterait toujours un homme pour en rêver. Je crois. Je crois que c'est déjà commencé même. Voilà, je trouve que c'est un texte incroyable. C'est un texte, mais une intervention, enfin une réponse de Marguerite Duras absolument incroyable, non? C'est incroyable. Et je crois qu'elle, je crois que c'est ce dont elle parle, c'est ça le secret de Socrate pour rester serein. C'est ça, c'est prendre, comme elle dit, un risque pris par l'homme envers lui-même. C'est très 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 beau, un risque pris par l'homme envers lui-même. C'est pas un risque de, je sais pas quoi, de risquer sa vie, sauter en parachute. Non, c'est un risque envers soi-même pour que. Et elle dit très bien ensuite. Elle dit un jour, il sera seul de nouveau avec son malheur et son bonheur, mais qui lui viendront de lui-même. Et au fond, l'absence de sérénité, c'est attendre que de l'extérieur vienne quelque chose, comme le fait les informations qu'on écoute tous en ce moment. On s'entend bien qu'en faisant ça, nous sommes privés de la possibilité de trouver l'espace à partir duquel quelque chose apparaît. Et il y a un temps, vous voyez, le temps de la sérénité, le temps de la pensée, c'est un temps qui n'est pas aussi immédiat que ce à quoi nous condamne un peu notre temps. Notre temps, c'est il y a une information, et aussitôt, il faut savoir ce qu'on en sent, ce qu'on en pense. Mais la vérité, c'est que parfois, on est juste hébété par quelque chose, et que ça prend beaucoup de temps de savoir, mais au fond, qu'est-ce que j'éprouve, qu'est-ce que je pense, qu'est-ce qui est essentiel pour moi, et pouvoir interroger. Pour moi, je crois que c'est ça, la méditation. C'est pas essayer d'être calme, mais c'est essayer d'interroger, essayer de questionner, essayer de faire ce geste-là. Moi, ce texte, ces propos de Marguerite Duras me parlent beaucoup comme homme, me parlent beaucoup comme citoyen, me parlent beaucoup aussi comme méditant, parce que je trouve que c'est ça, méditer. C'est laisser venir de soi-même ce qui nous importe, ce qui fait sens, ce qui peut dessiner notre vie. Et vous voyez, ça c'est très profond, parce que ce qu'il y a derrière, c'est que le donné pur, le fait pur, c'est pas le réel. Si je peux essayer de dire quelque chose d'un peu... Mais ça, c'est absolument, je crois, la clé de la sérénité. La sérénité, c'est comprendre que le donné, comme il se présente, n'est pas encore le réel. Le réel, c'est quand le fait a été interrogé, questionné, qu'on l'a éprouvé, qu'on l'a pensé, qu'on a un rapport à lui. C'est ouvrir un espace nouveau par rapport à ce qui se passe. C'est le fait d'entrer dans cette dimension-là. Et nous avons tendance aujourd'hui, enfin aujourd'hui probablement à toutes les époques, mais on a tendance à penser que est réel le fait brut. Mais le fait brut, non. C'est pour ça qu'il y a des penseurs, qu'il y a des artistes, qu'il y a des gens qui pensent, qui questionnent. Parce que, justement, ce qu'on prend pour réalité n'est pas tout à fait réel tant qu'on ne l'a pas interrogé et questionné. C'est ça qui a donné naissance à l'esprit scientifique, à la pensée et aux arts.
Et c'est ça, Socrate. Vous voyez, Socrate, il y a un point commun entre Marguerite Duras et Socrate. Je pense que ça leur est beaucoup amusé qu'on fasse ce rapprochement. Mais il y a un point commun qui est que Socrate n'a pas de message. Son message, c'est l'engagement entier, profond, complet qu'il a à se risquer dans l'inconnu qu'est la vie. Et oui, c'est ça qui est très important, c'est ça qui est paradoxal. Mais ce qu'il faut vraiment réussir que vous entendiez, c'est que s'engager dans la vie, c'est ça la sérénité, parce qu'on sent qu'on a confiance, on sent qu'on n'est pas désarmé par ce qui se passe. On sent que cette puissance de questionnement, elle donne de l'allant. Elle est tellement profondément heureuse. Et c'est ça la philosophie. Et pour nous, c'est étonnant parce que pour nous, un philosophe, on imagine souvent un rat de bibliothèque qui va de colloque en colloque. Alors que Socrate, au fond, il allait se promener. Il n'est pas toute la journée à la bibliothèque. Il va se promener, il parle avec les gens, il va au gymnase, il va au banquet. Il aime bien aller dans les banquets. C'est-à-dire, au fond, faire la fête. Et, il boit plus que tout le monde, mais il n'est jamais saoul. Ça, c'est singulier. Et les gens qu'il rencontre, il les calme pas, il les énerve, il les enflamme, il les enthousiasme, mais il les rend vivants. C'est ça que montre très bien Marguerite Duras. Quand vous avez toutes les réponses et vous êtes à l'abri, vous êtes aliéné de manière très profonde. Vous n'êtes plus vous-même. C'est extrêmement... Vous voyez, c'est toujours très étonnant de penser à Socrate. Je médite souvent son exemple. Et j'aime beaucoup lire les textes de Platon, de Xénophon, et de voir Socrate à l'œuvre, parce qu'on voit quelqu'un qui ne dispense pas un ensemble de vérités, de concepts, de théories, de conceptions du monde, de croyances, mais qui vit une expérience et qui transmet cette expérience et qui nous invite à une expérience qui est une expérience de questionnement, qui est une expérience vivante. Et au fond, c'est ce que je voudrais faire en vous parlant aujourd'hui. C'est vous inviter, au fond, à un déplacement. Et c'est ça qui est la vraie philosophie. C'est au lieu d'avoir des réponses, on a des questions qui nous déplacent. Et c'est ça, vous voyez, que j'essaye de faire. C'est ça que j'ai essayé de faire dans ce livre. C'était, est-ce que votre idée de la sérénité n'est pas, au fond, ce qui vous rend malheureux? Au fond, vous n'êtes pas malheureux ou bloqué ou déprimé parce que vous ne faites pas bien les choses, mais parce que votre idée de la sérénité bloque là où la vraie sérénité est. C'est comme s'il y avait une source jaillissante et que vous ne la regardiez pas parce que vous regardez ailleurs en espérant qu'il y aurait là-bas de l'eau. Il n'y en a pas, donc vous êtes très déçu. Mais il y a de l'eau ailleurs, mais vous ne regardez pas au bon endroit. C'est ça. Là, la question que moi je voudrais poser pour essayer de rouvrir quelque chose. Et la volonté d'avoir des résultats qui est vraiment notre temps. Notre temps, il ne faut pas éprouver quoi que ce soit, il ne faut pas penser, il faut des résultats. Mais des résultats. À force d'avoir des résultats, est-ce que on n'est pas enfermé? Est-ce que la vie, c'est pas essayer d'arriver à approcher l'inhabituel? Et oui, c'est très étonnant parce que d'un côté, Socrate ne ressemble pas donc à une sorte d'intello qui travaille tout le temps, mais il parle aux gens. Et de l'autre, la sagesse dont parle Socrate, la sérénité, n'est pas une leçon de morale. Il ne donne pas de leçon. Et même, si vous avez un vague souvenir de philo, Platon et Socrate opposent la figure du philosophe qui pose des questions, qui ne sait pas, qui questionne,
à la figure du savant qui fait des leçons aux gens, qui leur dit comment être sage, qu'est-ce que c'est la morale, et ils s'en moquent beaucoup, Socrate et Platon, et ils appellent ça des sophistes. Et tout le dialogue, par exemple, un des dialogues que j'aime beaucoup, le Ménon, tout l'enjeu du dialogue, c'est de montrer que Socrate, que le philosophe, n'est pas un professeur de vertu. Il n'est pas celui qui peut énoncer voilà ce qui est bien et voilà ce qui est mal. C'est les sophistes qui disent aux gens ce qui est bien et ce qui est mal. Et il y en a plein aujourd'hui, des sophistes qui défendent soit le conformisme moral en disant qu'il faut revenir aux vraies valeurs et voudraient que tout le monde ait des cours de morale parce que ça irait mieux. Ou alors, il y en a qui, à l'inverse, sont des professeurs de morale en défendant un anticonformisme qui est au fond assez conventionnel. Et c'est pas du tout ce que fait Socrate. Lui, il défend pas des valeurs particulières. Il pose des questions. Par exemple, dans ce texte-là, c'est qu'est-ce qui est juste pour vous? Qu'est-ce qui est juste? Et c'est déconcertant. J'ai souvent raconté ça, mais c'est très déconcertant. Quand j'ai commencé à faire de la philosophie, il y a très longtemps, quand j'étais jeune étudiant, je lisais les textes où Socrate apparaît. Vous savez, Socrate n'a rien écrit, donc les dialogues, c'est les dialogues de Platon pour la plupart, puis un peu Xénophon. Je lisais le dialogue. Par exemple, si je lisais le Ménon sur la vertu, alors je disais, Socrate pose des questions, il ne donne pas de réponse. Donc je lisais, je sautais un peu des pages, et je me disais, mais je vais arriver à la fin où il y a la réponse. Puis quand le livre était fini, il n'y avait aucune réponse. Ça finissait, ils n'avaient rien réussi, et ils partaient. Et je me disais, mais il y a un problème là. Et j'étais très déçu. Jusqu'au moment où j'ai compris qu'il faut apprendre à lire plus lentement. Tout le monde aujourd'hui parle de la lecture rapide, mais moi, je suis un professeur de lecture lente, parce que j'ai lu un peu les textes de Socrate. Alors, je relisais lentement, en essayant non pas de tirer l'information qui donne une réponse, mais en acceptant d'être mis en mouvement par le texte. Et je me rendais compte que quand le texte était fini, j'étais plus du tout le même qu'au début. Que le fait d'être interrogé me déplaçait de là où j'étais. Et ce déplacement, c'est ça qui donne de la solidité, de la confiance, de la force que j'appelle, disons, de la sérénité. Il y a une sérénité du fait que vous êtes parti en voyage. Au fond, c'est ça. Vous êtes serein quand vous êtes parti en voyage, quand vous êtes parti dans le voyage de votre propre existence. Et il y a une sérénité qui vient parce que vous avez traversé quelque chose. Vous savez comment vous y prendre. Et c'est tout bête. La première fois que vous essayez de cuisiner un plat en suivant la recette, vous n'êtes pas du tout serein. Mais quand vous l'avez fait plusieurs fois, que vous avez traversé l'expérience, vous avez une sérénité parce que vous commencez à vous repérer, vous commencez à avoir confiance. Vous avez traversé quelque chose. Là, ce que j'essaye de dire est assez singulier parce que je crois donc que la philosophie pose une question centrale à notre existence et que nous avons tous des leçons à tirer de la philosophie en tant qu'elle nous interroge, nous inquiète, nous déplace, nous fait partir en voyage. Et qu'aujourd'hui, la philosophie est très peu pensée comme ça, mais plutôt comme un ensemble de doctrines, de conceptions, d'idées, de valeurs. Et donc, je suis en désaccord avec cette conception. Je crois que c'est la première conception qui aide dans la vie, qui rend heureux. Je trouve qu'on est heureux parce qu'on est prêt à rencontrer les choses, qu'on n'aura jamais toutes les réponses, qu'il n'y a pas une manière de se dire voilà comment je vais tout savoir, parce que la vie elle est toujours imprévisible, il se passe toujours des trucs qu'on n'avait pas prévus. Donc je crois que c'est cette capacité-là qui rend vraiment serein. Mais un des grands axes
de redécouverte, disons, c'est depuis une cinquantaine d'années, plusieurs personnes se sont quand même inquiétées de voir que la philosophie était réduite à quelque chose d'aussi abstrait. Et un des mouvements, ça a été de dire que la philosophie est un mode de vie. Et qu'il y a des modes de vie. Il y a le mode de vie socratique, il y a le mode de vie stoïcien, il y a le mode de vie épicurien. Et que la philosophie, c'est donc pas quelque chose de théorique, mais c'est un mode de vie. Et ça, c'est le point de vue de Hadot et de Michel Foucault, qui a beaucoup suivi Hadot. Hadot est un penseur important, peut-être certains d'entre vous le connaissent, c'est quelqu'un qui était quelqu'un d'extraordinaire, qui s'étonne que la philosophie soit restée dans les études à une sorte de construction systématique et abstraite, qui serait là pour expliquer le monde, donner des réponses, et qu'on oublie la dimension existentielle, vous voyez, dont parle très bien, à sa manière, Duras. Très bien, à sa manière, elle montre. Oui, mais malgré Hadot, et cette pensée qui a été très, très belle, que la philosophie, c'est choisir un mode de vie, je suis en désaccord très profond avec Hadot, et j'y réfléchis depuis une quinzaine d'années. Je suis en désaccord, mais vous voyez, un désaccord avec quelqu'un qui est un penseur de l'importance d'Hadot, c'est pas que je prends très à la hauteur ce qu'il dit. Et essayer de voir ce qui me gêne, c'est rentrer dans le questionnement. C'est pas dire il n'a pas bien fait, c'est comme ça qu'il faut penser, c'est pas du tout ça. Quand quelqu'un pense vraiment, même si vous êtes en désaccord, il y a un mouvement qui a lieu. Mais je crois que Socrate ne vient pas sur la place publique nous convertir à un mode de vie qui serait plus sage, ou plus ça, ou plus ceci, mais il vient interroger, il vient nous redresser. Et ce que je n'ai pas réussi à dire jusqu'à présent, mais qu'au fond, le travail de questionnement, pourquoi le travail de questionnement est important? J'ai dit une chose, ça nous empêche d'être aliénés, d'être désappropriés, d'être autrement que soi, d'être à la merci de l'immédiateté qui n'est pas pensée. Ça, on voit bien. Donc ça, c'est ça qui nous empêche d'être sereins. Là, on voit bien aujourd'hui. On n'est pas serein parce qu'on est écrasé par le... On n'a pas de recul, on n'a pas de hauteur, on n'a pas de possibilité de penser. Donc ça, c'est affreux. Et on voit bien aujourd'hui. Dès qu'on est prisonnier de la peur ou de la colère, en général, on déconne. On déconne. Donc la sérénité, c'est d'arriver à dépasser l'immédiateté pour voilà. Donc ça, je l'ai dit. Mais il y a une autre chose qui me semble aussi essentielle, c'est que ce questionnement nous redresse. Et que la sérénité, peut-être la manière la plus juste de le dire, c'est que être serein, c'est comme marcher. Quand on marche, on est tout le temps en train de retrouver l'équilibre. Quand vous marchez, vous êtes tout le temps dans le dialogue, on pourrait dire, entre équilibre et déséquilibre. Vous marchez, il y a un moment de déséquilibre, et puis vous retrouvez l'équilibre, et vous êtes sans arrêt en train de retrouver l'équilibre. Et la vie, c'est ça. On n'est pas installé quelque part, mais on ne cesse de se rééquilibrer. Et la manière dont Socrate pense qu'on trouve l'équilibre, c'est en partie par la parole. Que parler permet de retrouver l'équilibre. Qu'on a besoin d'une parole qui nous aide à trouver l'équilibre, à se rééquilibrer. Et vous voyez, c'est pour ça que je dis c'est subtil. Donc, je ne crois pas qu'on choisisse un mode de vie, qu'on se dit, tiens, est-ce que je choisis d'être stoïcien, épicurien ou sceptique? Non. J'entre dans la pensée, et ça me redresse, et en me redressant, ça me transforme. C'est comme quand j'écoute de la musique. Moi, j'aime énormément la musique. Quand je vais écouter de la musique, je ne vais pas écouter de la musique en me disant, là, aujourd'hui, je suis fatigué, donc je vais écouter telle sonate de Mozart. Aujourd'hui, je suis triste, donc je vais écouter Billie Holiday. Là, j'ai le cafard, je vais écouter... Non. J'écoute de la musique, et c'est la musique. Je ne prends pas la musique comme une sorte de j'ai un problème, il y a tel morceau de musique qui doit aider tel problème à avoir tel résultat, mais
en écoutant de la musique, en faisant que écouter de la musique, en oubliant mon problème, en ne cherchant pas à résoudre mon problème, simplement en écoutant de la musique, quelque chose se transforme en moi et me déplace et me permet de retrouver une autre assise. Et j'ai eu la chance d'aller écouter un quatuor, le quatuor Eben, qui joue Beethoven cet automne. J'en suis ébranlé au plus profond de mon être. C'était absolument incroyable de justesse, d'engagement, de beauté. Mais voilà, c'est mon truc à moi. Après, il y a plein de manières différentes. Moi, la musique me parle beaucoup. Et là, ce quatuor, que j'ai jamais entendu Beethoven jouer comme ça. C'était les quatuors de Beethoven. J'ai jamais entendu Beethoven comme ça. Il y a quelque chose qui a... Mais ce qui s'est passé, c'est que à la fin du concert, j'avais l'impression que le monde avait changé, que j'avais retrouvé place dans le monde, que j'étais plus hors du monde, que la difficulté de la situation m'écrasait moins. Et ce qui est absolument central, c'est je ne vais pas mieux parce que j'ai essayé de trouver comme une sorte d'instrument qui va faire que mon problème va disparaître. Mais en me mettant en rapport à la musique, je me suis réconcilié avec quelque chose du monde. Et la parole, elle est du même ordre. La méditation, elle devrait être du même ordre. La philosophie, elle devrait être du même ordre. Vous voyez ? Et voilà, ça, je crois que c'est très important. Et donc, le paradoxe, c'est que la manière dont la philosophie nous transforme, c'est pas nous qui l'avons décidé d'abord en disant je veux me transformer comme ça, donc je choisis tel mode de vie, mais en faisant le travail de la philosophie, en écoutant de la musique, en étant dans la parole, quelque chose se transforme au plus profond de mon être. Et ça me semble extrêmement beau et rassurant de voir la chose à partir de là. Et il y a dans Antigone, la tragédie d'Antigone, un moment où Aimon, qui est le fils de Créon, donc Antigone raconte cette histoire que je pense que beaucoup d'entre vous connaissent. Antigone décide d'enterrer son frère contre l'avis du roi Créon, et le roi ne veut pas que le frère d'Antigone soit enterré parce que il a pris parti contre lui à la guerre. Et Antigone considère que, bien sûr, il y a la guerre, mais un homme mérite d'être enterré, et que c'est très important, et donc elle s'oppose à lui. Et Créon est absolument inflexible, entêté, et son fils s'oppose à son père. Et il y a un dialogue dans lequel Aimon dit à Créon: « Pour un homme, aussi sage soit-il, il n'y a rien d'infamant à beaucoup apprendre. Alors il est beau de savoir apprendre, aussi de ceux qui parlent avec sens. » C'est un moment très beau de la tragédie. Pour un homme aussi sage soit-il, il n'y a rien d'infamant à beaucoup apprendre. Et là, il y a quelque chose de très beau qui est l'orée de la pensée grecque. C'est le sage n'est pas celui qui, parce qu'il est sage, n'a plus rien à apprendre, mais on a toujours quelque chose à apprendre. Et ce qui est très beau, c'est que le mot grec pour dire apprendre, qui se dit mantano, ne veut pas dire emmagasiner des connaissances, parce que pour nous, apprendre, ça veut dire « Ah oui, j'ai appris mes tables de multiplication ». Moi, je ne sais pas comment c'était pour vous, mais moi, j'en garde un souvenir affreux d'apprendre les tables de multiplication. Enfin bon, ce n'est pas le sujet. Mon grand-père me donnait 5 francs quand je savais une table de multiplication, donc j'avais la table, les 5 francs, je lui récitais. Une semaine après, je les avais oubliés à nouveau, donc il fallait qu'il m'en redonne une autre. Ma mère pense que je faisais exprès pour lui extorquer de l'argent, mais en réalité, c'est juste que je n'ai pas du tout de mémoire. Mais alors, mais c'est très intéressant. On apprend. Ce que dit, pour vous suivez bien, ce que dit Duras, on a toutes les réponses, mais au fond, ça nous est extérieur et ça nous prive de la solitude et d'un rapport de risque envers sa propre vie.
Et ce que dit Socrate, je n'ai pas de réponse à vous donner, je ne suis pas un sophiste, je n'ai pas à vous dire ce qu'est les choses, je vous pose des questions. Et ce que je pense qu'est le sens de la philosophie, à la différence de Hadot et du dernier Michel Foucault, c'est que ce n'est pas un mode de vie, c'est une manière d'interroger qui devient un mode de vie dans l'interrogation même. Et tout ça, ça veut dire que apprendre, comment on apprend, ça ne veut pas dire j'emmagasine une connaissance, mais j'apprends par moi-même à être. C'est ça la question pour les Grecs. C'est l'homme à apprendre pas des choses, mais à apprendre à mieux être un être humain. C'est ça. Sors de la crispation dans laquelle tu es, ouvre-toi enfin. Apprends à être vraiment qui tu es, mon père Créon, en laissant tomber la crispation qui te ferme. Et c'est quand on a appris quelque chose de vrai, alors ça nous est propre. On ne peut avoir appris que ce qu'on a profondément accepté. Donc c'est ça dont je parle. C'est pas l'apprentissage, voilà, la capitale de tel pays, c'est ça. Ça c'est pas ça. L'apprentissage dont il est question, celui dont nous avons besoin, c'est un apprentissage. Mais oui, c'est par là que je suis plus humain. Apprends. Et on apprend par l'expérience de la vie. Et on apprend par les difficultés. Ce qui est dans le texte d'Échille, qui est un autre tragédien, patein, matein. Apprend par l'épreuve. C'est ça. Ce qu'on est proprement soi-même, on a à l'apprendre, et on l'apprend le plus souvent à ses dépens. C'est bien naïf celui qui croit ne pouvoir apprendre que ce qu'il veut apprendre. L'apprentissage le plus profond, il n'est pas vraiment volontaire. Vous voyez, ça c'est très très important. Dans la situation actuelle par rapport au Covid, être serein, être sage, c'est se laisser apprendre par la situation quelque chose. Mais moi, je ne peux pas vous dire quoi, puisque c'est à chacun de vous d'apprendre quelque chose. Mais c'est ça la sérénité, c'est qu'il y a quelque chose à apprendre de la vie. Que ne pas vouloir apprendre de la vie, c'est ne plus vouloir être vivant. Et c'est terrible. Et c'est ça qui est en train de nous menacer aujourd'hui, comme le dit très bien Marguerite Duras. Et on voit bien. C'est ça la sérénité, c'est pas, comme je dis tout le temps, c'est pas être à l'abri. Et c'est ça que dit Antigone. Cède, ouvre-toi ma parole, ouvre-toi aux autres, ouvre-toi à la réalité de ce qui est, c'est-à-dire à ce que pense la cité. Et enfin, ouvre-toi à toi-même, apprends à être toi, Créon, un vrai souverain. Et non pas cet homme qui, à force d'entêtement, sombre dans la tyrannie. Vous voyez ? Et ça, c'est ça. Et on a tout. La sérénité, au fond, c'est ça qu'on a à faire tous les jours. Tous les jours, est-ce que tu peux t'ouvrir à la parole, t'ouvrir aux autres, ouvre-toi à la réalité de ce qui est, ouvre-toi à ce que pense la cité, à ce que pensent les autres hommes, ouvre-toi à toi-même, apprends à être toi, et non pas cet homme qui, à force d'entêtement, sombre dans la tyrannie. Tous les jours, on est menacé de devenir nos propres tyrans. Vous voyez ? Et ça, c'est tellement libérateur, parce que je vous parle ici d'Antigone, parce que je trouve que les grands textes de la pensée grecque nous disent le mal, la trahison, la souffrance, ils existent. Donc, premier soulagement, ouf, je suis pas fou, il y a un truc qui va pas. Vous voyez ? Alors que quand on dit ça, oulala, c'est pessimiste ça, on peut pas nous remonter le moral, mais non. Voir qu'il y a un problème, ouf, je suis pas fou, parce qu'on sent bien tous qu'il y a des trucs qui ne vont pas, donc ça sert à rien de raconter des histoires. Et à partir de là, le travail commence. Comment il me faut apprendre à ne pas me crisper par rapport à la situation ? Comment on fait ? C'est ça, la sérénité. Vous découvrez que vous êtes inquiet par nature, ou que vous êtes peureux, ou que vous êtes perdu, ou que je ne sais quoi. Vous découvrez ça. La sérénité, c'est comment on ne se crispe pas par rapport à cette situation, mais qu'on apprend par là à être davantage humain, c'est-à-dire souple, tendre et mesuré. Et l'idée que nous avons, qui nous entrave, c'est « je serais serein si j'étais pas timide, peureux, inquiet, je ne sais quoi ». Non, parce que ça n'arrivera jamais. Personne,
jamais sur cette terre sera parfait, parce que vous êtes des êtres humains et pas des robots. Mais vous pouvez apprendre la sérénité, qui est absolument une chose unique, qui est apprendre à avoir un rapport souple, tendre et mesuré à ce qui se passe. Et ça, voilà, ça me semble extrêmement exaltant. C'est ça qui me semble... Ça donne envie. Et pour clore, j'avais envie de vous citer cette phrase de René Char, qui dit « Seule est émouvante l'orée de la connaissance ». C'est une très belle phrase. « Seule est émouvante l'orée de la connaissance ». C'est-à-dire, l'orée, c'est-à-dire la frontière. C'est pas émouvant une fois qu'on sait tout. C'est émouvant quand on approche. Parce qu'à ce moment-là, vous voyez, on est transformé. Et je trouve qu'il y a, vous voyez, comme ça, un lien entre Sophocle, René Char, Socrate, et qu'on n'est pas fou de penser qu'il est possible d'être serein aujourd'hui, et que ça, c'est ne pas renoncer à ce qui fait la beauté de notre humanité. Donc voilà le regard que je voulais essayer de faire sur la sérénité, et mon invitation, comme je disais tout en introduction, à lire mon livre et à développer de la sérénité pour chacun d'entre vous. Et nous pouvons ouvrir des questions, s'il y a des questions. Bonsoir Fabrice. Alors il y a une question sur les réseaux sociaux de Renato qui dit est-ce qu'il s'agit de s'engager en visant une direction ? Oui, il s'agit de s'engager en visant une direction, mais qui ne vient qu'à partir du fait qu'on s'est laissé transformer par ce qui se passe. Donc la direction, il ne faut pas qu'elle soit là trop tôt, parce que si la direction est là trop tôt, on est coincé. Donc il faut que la direction, elle soit questionnée, au fond. Et on n'est pas sans boussole. En fait, dans le livre, je dis, il n'y a pas de GPS, mais il y a une boussole, qui est, je trouve, une bonne manière de répondre. Et la boussole, ça veut dire que c'est pas le GPS, il faut y mettre d'une autre. Il demande également, est-ce qu'il s'agit de sérénité ou d'harmonie ? Disons, la sérénité, moi je trouve qu'on a besoin de sérénité. Quand on dit « Ah, j'ai besoin d'être serein dans cette situation », ça veut dire qu'on ne panique pas. Ça veut dire qu'on tient, ça veut dire qu'on s'engage, ça veut dire qu'il y a de la clarté, parce que le mot serein a à voir avec la clarté. Puisque, comme je dis tout le temps, l'étymologie de sérénité, c'est clair. C'est le même mot que sérénade. La sérénade, c'est la musique qu'on joue en plein air. Donc c'est quelque chose de clair. Donc je dirais que la sérénité me semble juste. Mais bien sûr, la sérénité implique la confiance, l'allant, l'harmonie, la tendresse, la souplesse. Tout ça fait partie. Et donc peut-être que la personne qui pose la question, qui est-ce, son nom ? Renato. Renato, peut-être que Renato pose la question parce que c'est peut-être par là qu'il entend qu'il entre dans la sérénité. Peut-être certains vont trouver la sérénité en apprenant à être davantage souple ou davantage à l'écoute ou davantage ouvert. Il y a plein de chemins pour entrer dans la sérénité. Et celui-là en est un tout à fait. Mais la sérénité, c'est ça. C'est au lieu d'être écrasé par l'événement, on sent qu'il n'y a pas de problème à en être ébranlé et qu'on peut inventer un nouveau rapport par rapport à lui, qu'on a de la ressource pour faire face à ça. Et là, voilà, ça fait du bien. Merci Fabrice. Il y a encore une question de Catherine Brocard, toujours sur ta page Facebook, qui dit « Le philosophe va à la rencontre. Il semble aujourd'hui que certains philosophes ne vont pas à la rencontre, mais sont en monologue. » C'est clair. Et elle aujourd'hui, dit à la suite... Oui. Pardon. Elle dit à la suite, vous seriez plutôt Socrate ou Platon ? Les deux,
Mais moi, je pense qu'elle a raison. Aujourd'hui, les philosophes sont des donneurs de leçons ou des intellectuels. Et ils savent. Et je pense que le philosophe, c'est plutôt celui qui interroge. Mais Platon, c'est formidable aussi. Il se laisse ébranler par les choses. Le texte de Platon n'est pas donneur de leçons non plus. C'est sûr, Socrate n'écrit rien. Platon, il écrit tout le temps. Mais les deux disent quelque chose d'essentiel. Mais c'est clair que notre monde manque de philosophie. Et c'est ça qui est aussi le manque de sérénité. La philosophie s'est fermée. Ce qu'avait très bien vu Hadot, c'est ça que ce que je dis par rapport à Hadot est subtil. C'est-à-dire, oui, il y a quelque chose qui est perdu, ça devient trop théorique, trop abstrait, mais non, c'est pas une question de mode de vie. C'est une question d'interrogation, de mise en mouvement. Est-ce qu'il y a une autre question? Il y a des questions ici? Alors, je vais essayer de poser la question clairement parce que c'est pas encore tout à fait bien clair ce que j'ai envie de formuler. Mais quand on entend bien dans votre exposé sur être serein, c'est un état d'être, enfin c'est quand même une façon d'accepter ce qui se passe et d'y faire face. Et j'y vois parfois quelque chose qui peut être un peu... alors, c'est pas encore bien clair, mais le piège de la réponse à apporter face à quelque chose donc, qui arrive et qui déstabilise, qui rend non serein, enfin qui rend une situation inconfortable, et malgré un état d'esprit courageux ou avec de l'allant et de la souplesse, une situation en fait, comment on interroge ce qui se passe qui rend inconfortable. C'est compliqué. On ne peut pas être serein sans rencontrer l'inconfort. Ça n'existe pas. L'idée qu'on serait serein s'il n'y a pas d'inconfort est une idée folle. C'est ça que décrit très bien Duras. Il y a la télévision, il y a des réponses, vous êtes exproprié de vous-même. Et c'est l'aliénation la plus terrible. À force de vouloir qu'il n'y ait jamais d'inconfort, vous devenez des moutons crétins. Et donc, on est serein à l'inverse, parce qu'il y a de la boue, ou parce qu'il y a des bosses, pour prendre l'exemple des jeunes qui... Ils sont sereins parce qu'ils partent à l'aventure. Vous êtes serein parce que vous savez que vous pouvez apprendre. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas mal, vous n'avez pas peur, mais c'est pas... Et quelque part, c'est se mettre, des fois, un challenge. Enfin, je déteste ce mot-là. Mais il n'y a pas d'autre solution. Vous ne pouvez pas faire autrement, puisqu'on est tout le temps bousculé. Comment vous voulez faire autrement ? En fait, on raisonne à l'envers. Je comprends votre question, qu'elle est très importante. Tout le monde la pose, c'est la question majeure. C'est là, ça, c'est l'obstacle. Votre question, c'est vraiment l'obstacle. Mais en réalité, ce qui ne va pas, c'est que ça n'existe pas. Vous êtes sans arrêt bousculé par la vie. C'est la vie qui vous bouscule. Donc, est-ce que vous vous crispez quand la vie vous bouscule, ou est-ce que vous essayez de ne pas vous crisper ? C'est ça. Nous, on pense qu'on est serein parce qu'on ne va jamais être bousculé par la vie. Si on est bousculé par la vie, c'est un problème. Mais ce n'est pas un problème d'être bousculé par la vie. La vie, elle nous bousculera tout le temps. Il y aura tout le temps la boue, des difficultés. Donc, on ne va pas se plaindre parce qu'il y a des difficultés. Ça n'a pas de sens. Il y en aura tout le temps. Il n'y a pas aucune... Est-ce que quelqu'un a vécu une existence humaine dans laquelle il n'y a jamais eu le moindre difficulté, le moindre embarras, la moindre déstabilisation, dont les enfants ne sont pas tombés malades, dont n'ont pas eu de mal à prendre l'étape de multiplication? Mais ça n'arrive pas. Et la sérénité, c'est apprendre qu'on n'est pas enfermé par là, qu'on a des ressources, qu'on peut faire face, qu'on peut ne pas se crisper, qu'on peut apprendre, qu'on peut entrer en mouvement. Et une fois si vous comprenez le déclic, d'un seul coup,
je dirais, la vie devient vraiment heureuse quand on a compris le déclic. Et il y a un déclic. Là, il y a un truc, il y a quelque chose sur lequel on est bloqué, qui est très profond. Et c'est ça un peu le côté un peu surprenant de ce que j'essaye de faire. C'est que et particulièrement quand j'essaie d'écrire le livre, j'ai pas essayé de donner des trucs qui vont nous aider à être sereins. J'ai écrit le livre pour qu'en le lisant, on soit profondément déplacé de l'idée que nous avions qui nous enferme. Et c'est ça, ta question, elle est très bien, ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire, il y a un trésor, il y a une source d'eau vive qui peut nous désaltérer, mais on ne regarde pas là où elle est. C'est-à-dire, on considère qu'elle devrait être dans le fait que je ne sois pas déstabilisé par la vie. Mais ça n'arrivera jamais. Il y a toujours des gens qui vont nous bousculer, il y a toujours des gens qui ne comprennent pas, il y a toujours... il pleut quand il ne faut pas, il y a une fuite d'eau. À la maison, il y a une fuite d'eau. Voilà. On ne va pas dire qu'on n'est pas serein parce qu'il y a une fuite d'eau. Sinon, la vie devient un enfer. Mais aujourd'hui, on a l'idée, on sera serein le jour où il n'y aura plus jamais de fuite d'eau, où tout le monde sera gentil, où il n'y aura personne qui marchera sur les pieds, où tous les autobus arriveront à l'heure, où les hommes politiques seront tous des gens honnêtes. Non, mais juste, ça n'arrivera jamais. Donc, il faut changer de logiciel, comme je dis des fois. Mon livre, c'est changer de logiciel. Votre logiciel sur la sérénité vous enferme et il faut en prendre un autre. Je vous remercie. En fait, je me disais c'était pas clair, donc c'était pas tout à fait ça que je voulais exprimer. C'était le côté que quand on fait face à une situation, enfin, c'est quelle réponse parfois ce petit pas de côté ou je sais pas une esquive ou une acceptation. Et moi, je me rends compte que parfois, avec l'idée de faire face avec courage devant une situation, des fois les situations sont beaucoup trop importantes. Parce que c'est pas forcément de faire face qui convient, ça peut être autre chose. Enfin, comme vous parliez d'ingéniosité. Vous avez raison, il ne s'agit pas de faire face avec courage. C'est horrible. Moi, déjà, quand vous dites faire face avec courage, moi, j'y arrive pas. Là. Déjà, moi, je me sentais, en vous écoutant, je disais, oulala, mais j'y arriverai jamais, moi. Non, c'est pas faire face avec courage. C'est sentir, c'est ça que je disais ça dans ma réponse tout à l'heure. Il y a des difficultés, elles sont là. Donc, on n'a pas à faire face ou pas faire face, elles sont là. Donc, soit vous vous crispez, je dirais plutôt, est-ce qu'on se crispe par rapport à elles, ou on essaye, comme on peut, de faire avec. Et je dirais, la sérénité, c'est on fait comme on peut avec. Donc, parfois, il faut faire face. Parfois, il faut... On en parlera dans les prochaines séances, un peu comment on fait, mais comment on devient tendre, combien on devient mesuré, comment on s'emporte pas. Voilà, il y a plein de manières de comment on questionne la chose. Aujourd'hui, j'ai beaucoup insisté sur le fait que si la vie vous bouscule, non pas je fais face avec courage. Et là, déjà, on n'est même pas dans la sérénité. Là, on est non, mais comment déjà on peut essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Déjà, c'est énorme. Vous êtes bousculé. On réagit tout de suite. Mais est-ce qu'on a déjà fait l'expérience de mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je trouve que être serein, c'est déjà se demander mais qu'est-ce qui se passe? Franchement, moi, en faisant cet exercice, je me suis rendu compte, pendant le confinement, au printemps, pendant les 3 premières semaines du confinement, je ne pouvais pas répondre à la question. J'étais hébété, je ne voyais pas, je ne savais pas. Ça m'a pris tous les jours, j'essayais de me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et on n'a pas forcément de réponse, mais juste de poser déjà qu'est-ce qui se passe, ça change énormément les choses. Par exemple, tu vois. Donc c'est pas je fais face avec courage au confinement. Non, mais qu'est-ce qui se passe là? C'est très abyssal. Et après, la réponse, en plus, il n'y a que toi qui peux dire. Ma réponse ne sera pas la même que toi, on n'a pas la même histoire. Donc qu'est-ce qui se passe pour toi? On veut avoir la réponse ou faire face, comme tu dis très bien, avant d'être entré dans la chose. C'est pour ça que j'aime bien le texte de Duras. Elle montrait, on veut avoir des réponses tout de suite. Même je fais face avec courage, je veux avoir la réponse. Mais des fois, il n'y a pas besoin de réponse. Mais la manière dont je suis en rapport à la chose et je me laisse transformer par elle, c'est ça que je disais, c'était un peu savant, mais mentano, comprendre, ça ne veut pas dire j'ai trouvé la solution, mais j'apprends moi-même dans ce que j'apprends à être autrement que je suis. Et donc, quand on a, au fond, vivre le confinement, ça veut dire être transformé par le confinement de telle manière que la manière dont on y fait face ne peut pas être celle
qui étaient là avant qu'on fasse l'expérience. C'est ça que moi, j'étais très, très énervé. Enfin, énervé, c'est pas le terme, mais j'étais très abasourdi que quand les journalistes m'appelaient au début du confinement, c'est quel va être le monde d'après. Moi, je dis, mais c'est pas ma question. Moi, je ne peux pas savoir. On ne sait même pas qu'est-ce qui se passe là maintenant. Vous voulez déjà faire le monde d'après. Tout le monde est en train de faire là. Il y a encore plein de colloques, le monde d'après. Mais moi, je trouve, mais est-ce qu'on pourrait déjà essayer de dire ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire, ce qui se passe là pour nous? Pas juste ce que raconte la radio, qui change toutes les 5 secondes et qui rend les gens, qui nous rend comme des girouettes. Parce qu'un jour, on dit qu'il ne faut pas mettre de masque, après, il faut mettre un masque. Après... Mais non, mais juste, qu'est-ce qui se passe? Et là, ça ouvre des portes énormes. Mais on ne veut pas croire que le fait de poser cette question va vous transformer en profondeur. Mais c'est ça qui va vous transformer en profondeur. Ça change absolument tout. Et en se laissant transformer par la chose, vous êtes serein parce qu'il y a quelque chose qui vient comme une sérénité à ce moment-là. Et après, vous allez dire, mais je ne sais pas comment j'ai fait. Et après, on dit, mais comment tu fais pour être aussi sereine? Je ne sais pas. Quand on demandait aux gens... moi, j'ai beaucoup travaillé à une époque sur les gens qui ont fait des actes héroïques pendant la Seconde Guerre. On leur dit, mais comment vous avez fait? Oh, je ne sais pas. Je ne pouvais pas faire autrement. Je ne sais pas. Et c'est pas qu'ils ont réfléchi logiquement sur qu'est-ce qu'il faut faire, mais ils se laissent... J'ai raconté cette anecdote très souvent, mais elle est tellement... Elle me secoue, elle me trouble, elle me rend tellement... elle me fait pleurer, mais en même temps, elle me rend chaque fois tellement heureux que je vais la raconter à nouveau ce soir. Mais pendant le confinement, moi, j'ai été très ébranlé par ce qui s'est passé quand le Premier ministre a parlé de l'interdiction d'enterrer les morts. Et j'en ai beaucoup parlé, j'ai fait pas mal de vidéos. Et puis, il y a une mère qui m'a écrit, qui peut-être m'écoute ce soir, et je lui dis encore toute ma gratitude de m'avoir... d'être entré en relation avec moi, et qui m'a raconté que sa fille, qui était dans son premier stage d'infirmière, toute jeune fille, premier stage, elle assiste à la mort de son premier patient, et après l'agonie, alors que la consigne, c'est de mettre les gens dans des sacs à cause du Covid, elle prend un peigne et elle la peigne. Et le soir, elle lui disait, je sais pas pourquoi j'ai pas pu faire autrement. Moi, à chaque fois, cette histoire me transperce le cœur, parce que je me dis, voilà pourquoi moi je suis serein, parce qu'il y a encore des êtres humains qui sont humains en dépit de tout, et qui n'ont pas besoin d'avoir fait des cours pendant 20 ans, qui sont tout jeunes. Mais qu'est-ce qu'elle a fait au fond? Elle s'est laissée... Elle a suffisamment été ouverte à l'événement de ce qu'était la personne qui meurt, suffisamment en relation à ce qui se passe. Mais ce n'est pas une question de réflexion, c'est quoi? C'est comme écouter de la musique, vous voyez? Elle s'est laissée dire quelque chose par la situation. Et elle a sorti un peigne, et elle a coiffé, elle a rendu hommage en faisant un geste ancestral qui la dépasse, qui est le geste peut-être le plus primordial de toute humanité. Et c'est ça la sérénité, vous voyez? Elle n'est pas sereine parce qu'elle a fait face avec courage. Oui, c'est ça, c'est très beau ta question. C'est pas qu'elle a fait face avec courage de son premier mort. C'est qu'elle a fait ce que dit Antigone. Elle s'est laissée toucher par l'événement de telle manière qu'elle a trouvé une manière d'y faire face d'une manière que personne n'aurait pu penser. Et on lui a dit, s'il y a un ton mort, il faut que tu fasses ça, alors là tu seras héroïque et tu feras... C'est ridicule, on ne peut pas. C'est vrai que tous les gens qui donnent des conseils pour être serein sont des charlatans. Ça n'a aucun sens. Il n'y a pas de conseil à donner. Il y a à remontrer le chemin fondamental. Et ce chemin, vous voyez, le chemin de cette jeune fille, le chemin de Duras, c'est pareil. Elle n'avait pas de réponse, au fond. Elle s'est laissée être interrogée suffisamment par l'événement pour que quelque chose soit venu. Et ça, c'est un acte de sérénité fou, parce qu'elle ne s'est pas laissée faire par la peur, les règles, elle a désobéi aux règles, elle n'a pas besoin de lire un manuel, elle a fait quelque chose, et moi, ça m'aide à vivre, ce qu'elle a fait. Je trouve ça tellement... vous voyez, ça c'est très... Moi, j'ai des sujets ça me travaille beaucoup.
Et vous voyez, il y a des gens qui travaillaient dans les EHPAD et le conjoint était en train de mourir. Et le conjoint frappe à la porte et dit qui veut le voir. Et il y a des responsables qui ont dit je vous laisse entrer. Parce qu'il y a les règles et puis il y a la vie. Je vous laisse entrer, je vous laisse dire au revoir à votre conjoint. C'est bouleversant. Vous voyez, c'est ça, c'est la même chose que se faire. Je cite la phrase de René Char, c'est peut-être un peu « seule est émouvante l'orée de la connaissance ». Mais vous voyez, c'est ça. C'est la même chose. On ne fait pas face avec courage. On se tient à l'orée de la connaissance. Et là, il y a quelque chose qui va venir. Et là, c'est la sérénité. Et là, on est dans la vie. Et la vie, c'est ça, la vie qui rend heureuse. Parce que la vie, elle vous donne des choses que vous ne pouvez pas savoir avant. On veut tout mettre dans des cases. Quand on a tout mis dans des cases, on est pauvre. On est démuni. On est inquiet. On est paniqué. C'est pas vivant. Et la vie, il y a une grandeur de la vie. C'est ça. On dira une dernière question. Il y avait une autre question par là ? Il n'y a pas de questions particulières de ton côté ? Oui, c'est prendre un peu un pas de côté. Je ne sais pas, je pense à François Fédier quand il parle. Parce que ça nous fait penser, il parle en pensant. Est-ce que ce ne serait pas une forme de sérénité, ça aussi ? Oui, ce qui est serein, c'est au lieu, c'est tout bête. On est serein tous, mais tout le monde est serein à des moments dans nos vies. On est serein quand, au lieu de répondre de manière mécanique par la peur ou la colère, on essaye d'entrer en rapport à ce qui se passe. Et on se laisse. Et penser, c'est pas phosphorer, c'est se laisser dire quelque chose du réel, de la situation. Et c'est ça la vie. Et donc, au fond, François Fédier le faisait, mais ma grand-mère aussi, qui n'avait pas fait d'études de philosophie, mais elle avait... c'est ça, elle a vécu de très grandes épreuves, ma grand-mère. Au lieu de se crisper des épreuves, elle en avait retenu une forme de souplesse. Et donc, elle avait confiance que quelque chose était possible. Mais c'est pas qu'elle avait atteint le nirvana ou je ne sais quoi. Mais moi, ça me suffit. Je trouve que c'était très bien. C'est ça qu'on a besoin. Cette manière de ne pas se laisser, de ne pas renoncer à ce qui est important. Voilà. Par exemple, en tant qu'interprétation, interpréter quelqu'un qui pense, c'est facile. Quelqu'un qui simplement dit les choses ou lit les choses, on ne peut pas interpréter. Merci beaucoup. Merci de votre écoute dans ce nouvel horaire. Et je vous dis à très bientôt pour continuer à explorer comment être serein quand tout s'effondre. À très bientôt. Merci beaucoup.